Merci à tous. La première table ronde du forum va commencer. Alors, normalement, il y a un jingle, Merci à tous d'être présents ce matin. Bienvenue. On a eu droit hier à une belle cérémonie inaugurale. Et aujourd'hui, on va démarrer ce forum avec les tables rondes qui sont assez emblématiques. Et on va partir d'abord de la thématique générale. Mon corps est-il à moi? C'est une question que vous vous êtes peut-être déjà posée lorsque vous êtes devant votre miroir ou dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on contemple? Parfois, on peut avoir ce sentiment d'étrangeté, cette impression bizarre qu'on observe sa carcasse, son corps, ou alors qu'on observe de la fatigue alors qu'on se sent plutôt bien, qu'on observe des blessures alors qu'on est plutôt en bonne santé, qu'on observe des ressemblances avec d'autres personnes de la famille. On se dit alors régulièrement que le miroir n'est pas qu'une simple surface réfléchissante, mais parfois une surface sur laquelle on va projeter un certain nombre d'idées que l'on se fait de son propre corps. Depuis toujours, le miroir est une surface qui fascine. La psyché semble être une lucarne sur l'être intérieur, mais en réalité reflète surtout quelque chose de très extérieur. En science d'ailleurs, le miroir est quelque chose qui occupe une place singulière. Dans l'humanité, on parle d'intelligence souvent avec le test du miroir, la faculté de se reconnaître en tant qu'individu lorsqu'on passe devant un miroir. En neurosciences, on parle souvent des neurones miroirs qui, là aussi, sont censés caractériser non pas l'humanité, parce qu'elle existe chez d'autres espèces, mais la capacité de se reconnaître dans l'autre. Souvent, heureusement, cette sensation d'étrangeté, elle ne dure qu'un temps. Et finalement, les deux images coïncident et puis on passe une journée relativement normale. Mais il arrive parfois que tout ne se déroule pas exactement de cette manière et que le reflet du miroir n'est pas forcément fidèle à l'idée que l'on se fait de sa propre personne. Et l'original que nous sommes et le reflet que nous regardons ne semblent pas se superposer totalement. Alors parfois c'est un moteur pour changer, c'est un moteur pour faire du sport, un moteur pour mincir, mais malheureusement, de temps en temps, la frontière entre le normal et le pathologique est passée et on se retrouve à développer des symptômes ou à développer des maladies dans lesquelles l'image du corps, la perception que l'on se fait du corps ou que l'on se fait de l'image du corps va induire un certain nombre de pathologies. C'est un peu pour aborder cet angle-là très général et très généraliste de la question « Mon corps est-il à moi ?» que j'ai l'honneur de vous présenter à cette table ronde. Tout d'abord, le professeur Jean-Luc Nancy, qui est professeur émérite à l'Université de Strasbourg, auteur de nombreux ouvrages, dont L'intrus et Corpus, qui ont attrait plus particulièrement à ces questions du corps. Philippe Haïm, à côté, qui est psychiatre, psychothérapeute, formateur en hypnose et en thérapie brève à l'Institut Utile et Hochtype, qui est lui aussi auteur d'Écouter, parler, soigner aux éditions Vibert et de L'hypnose, ça marche vraiment, point d'interrogation, aux éditions Marabout. Il a également une chaîne YouTube qui s'appelle Comme Psy. Je vous invite à aller visiter. Ensuite, David Le Breton, que vous connaissez aussi si vous êtes déjà venu à des éditions précédentes, comme Jean-Luc Nancy aussi d'ailleurs, qui, lui, est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, qui s'est toujours beaucoup intéressé au corps et qui est un partenaire de longue date du Forum européen de bioéthique. Il est notamment auteur, dans son dernier livre, de Rire, une anthropologie du rieur, aux éditions Anne-Marie Métayer, et à l'anthropologie du corps et de la modernité aux éditions des Presses universitaires de France, et Tenir, douleur chronique et invention de soi, également aux éditions Métayer, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, nous avons également l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Maurice Corcos, qui est professeur de psychiatrie à l'Université René Descartes, qui est également chef de service du département de psychiatrie infanto-juvénile à l'Institut Mutualiste Montsouris, Paris 14e. Il a également beaucoup travaillé sur les troubles du comportement alimentaire de l'enfant et de l'adolescent.
et est également auteur du corps absent, le corps insoumis et de Terreur d'exister. Donc pour ouvrir cette table ronde et ouvrir le débat, je souhaiterais donner la parole au professeur Jean-Luc Nancy pour qu'il nous parle un petit peu de, finalement, de quelle manière est-ce qu'on peut se sentir ou l'on ne peut pas se sentir propriétaire de son corps. Merci. Bonjour à tous. Il est très remarquable que la question « Mon corps est-il à moi ?» soit devenue une question de dissertation pour terminale de philosophie, du moins dans la section L. Il y a sans doute, je dis ça de manière très approximative, je n'ai pas fait une recherche historique, mais sans doute il y a une quarantaine d'années, je pense au maximum. Donc le simple fait de poser la question, je pense, est une nouveauté, et c'est une nouveauté qui est apparue certainement à cause d'une quantité de transformations techniques, tout d'abord dans la médecine, et évidemment particulièrement à cause des greffes d'organes, mais aussi dans le rapport à la grossesse, la maîtrise de la fécondité ou de la reproduction, enfin la plus ou moins grande maîtrise possible et parfois dans certaines régions du monde nécessaire, mais aussi tous les phénomènes liés au sport, et même des phénomènes pathologiques liées à la société contemporaine, en particulier l'obésité. Mais il y en a d'autres, bon, qui ont fait que cette question en est venue à se poser. Je dirais qu'avant, elle ne se posait pas parce qu'il y avait une sorte de double évidence. D'une part, l'évidence que, de cette façon, je suis identique à mon corps, je suis là pour autant que mon corps est là. Et parce que je pense qu'il n'y avait aucune de ces dimensions, toutes, je dirais plus ou moins, en fait, en dernière instance techniques, qui ont pu faire surgir cette question, une sorte d'une propriété. Mais d'un côté, je pense que ça allait de soi, au fond, que je suis mon corps, ou tout au moins que je suis dans mon corps, mais selon une intimité si grande qu'elle ne peut pas se réduire à une relation quelconque de propriété ou voire de location, que sais-je. Mais d'autre part, il y a toujours eu, en tout cas dans notre culture occidentale, et pour des raisons, enfin, sinon des raisons du moins des origines qui sont très faciles à situer, dans la philosophie grecque, chez Platon en particulier, puis dans le christianisme, c'est-à-dire en fait une réélaboration d'une partie de cette philosophie grecque. Il y a toujours eu aussi ce que traditionnellement on appelait un dualisme, c'est-à-dire la considération que le corps n'est pas tout, mais qu'il y a autre chose qui a très longtemps porté le nom d'âme, ou qui peut d'ailleurs encore le porter. Alors, le dualisme,
Le dualisme, en plus, est une sorte de spécialité française à cause de Descartes. Et depuis Descartes, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle, nous avons l'habitude de considérer qu'il y a au moins un fond de culture dualiste, qui est français, mais qui, bien entendu, avec Descartes, a diffusé dans toute la pensée dite occidentale. Or, il est extrêmement remarquable que Descartes n'est pas du tout dualiste. Descartes pense la nécessité de considérer séparément le corps et la pensée, mais quand il s'agit de l'union de l'âme et du corps, c'est Descartes qui écrit « Je ne suis pas dans mon corps comme un pilote dans son navire, mais je lui suis beaucoup plus intimement lié. » Et ensuite, dans d'autres textes, il explique qu'il faut accorder à l'âme une étendue, une forme d'étendue toute particulière qui fait qu'elle est présente dans tous les points du corps. Et ce faisant, Descartes dit ce que Freud écrira dans une note posthume beaucoup plus tard, dans cette sorte d'extraordinaire note comme ça qui est « Psyché est étendue, point, n'en sait rien ». Donc la psyché est étendue, mais elle ne sait pas qu'elle est étendue. Alors, il est surtout extrêmement frappant que, en effet, notre société, notre culture a toujours ces deux postures ou ces deux postulations. D'un côté, nous sommes indécrotablement, si j'ose dire, dualistes. C'est-à-dire, nous en venons à poser la question, est-ce que mon corps est à moi ? De l'autre côté, nous avons, je dirais, mais d'un sentiment peut-être plus obscur, qui confine à un non-savoir, parce que nous ne savons pas que notre psyché est étendue, ou nous ne savons pas que notre âme est présente dans tous les points de notre corps, et pourtant, d'une certaine façon, nous le savons, bien entendu. Bien que cette façon d'être d'un côté entièrement un et de l'autre côté tout de même dédoublé, n'est pas non plus une pure et simple contradiction ou une aberration, parce qu'il est de fait que mon corps est dehors, que mon corps est exposé au dehors, qu'il n'est pas seulement dehors parce que je suis présent à l'extérieur comme ça, mais il est dehors parce qu'il m'échappe, parce que la douleur que je ressens actuellement à la hanche droite, c'est ma douleur. Oui, je le sens comme douleur. Mais c'est cette foutue hanche, ou c'est sans doute plutôt le nerf sciatique qui fait des siennes de son côté. De même que le cœur qu'on m'a greffé il y a 28 ans, et dont je salue le greffeur qui est présent dans la salle, le professeur Kretz. De même que ce cœur... Il est complètement... moi, c'est moi qui bats dans ce cœur, c'est ce cœur qui bat pour moi. C'est pas du tout, comme on se le demande toujours à propos des greffes, surtout du cœur, une sorte de fantôme ou de clone d'un autre. Non, c'est un organe qui a été intégré à une unité vivante, pensante, parlante. Mais il reste que, en effet, mon corps, c'est moi vers le dehors.
Et moi, vers le dedans, eh ben, d'une certaine façon, c'est rien, c'est intouchable, c'est impalpable, ça n'est pas situable, ça n'est pas plus dans mon cerveau même que dans mon corps. Encore que, bien entendu, ce soit très exactement dans le cerveau que se fait, que se joue, que commence à s'articuler, être tourné au dehors. Parce que si je vois, si je sens, si j'entends, c'est parce que un système extraordinairement complexe de combinaisons nerveuses liées à tous mes organes me met dans cette exposition. J'aime bien employer ce mot de exposition qui ne veut pas dire l'exposition que je suis exposé au mur comme un tableau, mais que je suis au dehors, je suis projeté au dehors et je ne suis que comme ça. Même lorsque je cherche, si je le fais, à me retirer dans l'intériorité la plus intérieure d'une méditation par laquelle, d'ailleurs, on retrouverait encore Descartes, je ferme les yeux, je me bouche les oreilles, etc., ce sera toujours mon corps qui rend possible ce repli ou ce retrait. Donc mon corps est à moi dans la mesure où il est moi, et dans la mesure où, étant moi, il peut aussi être partiellement à moi, il peut être ma propriété, c'est-à-dire que je peux aussi choisir de l'anéantir, je peux me suicider. Mais à ce moment-là, c'est bel et bien moi que je supprime. Mais je peux aussi, et dans telle ou telle circonstance, accepter ou même vouloir qu'on me coupe un doigt, 2 doigts, une main, un bras. Et bien entendu, il peut y avoir des quantités de circonstances qui rendent de telles opérations nécessaires. Mais la question « est-il à moi ?» est en fait, pour une large part, posée, et surtout, je crois, dans un lieu comme ici, dans ce forum de bioéthique, elle est posée au sujet, justement, des greffes d'organes. Et je pense que la greffe d'organes, elle témoigne de la possibilité de ce que l'organe d'un corps soit transmis à un autre corps, c'est-à-dire de ce que, moyennant toutes l'énorme médiation que représentent les connaissances scientifiques, les habiletés techniques, les organisations qui sont plus même que technoscientifiques, qui sont aussi sociales, politiques. Les greffes demandent une organisation de l'information sur les greffes et de la distribution des organes greffés qui est une organisation qui est, par exemple, qui est forcément même transnationale. On ne peut pas se limiter, c'est pas le Rhin à côté qui empêche qu'on greffe à quelqu'un un cœur allemand, par exemple. Manquerait que ça. Donc, la possibilité de la greffe, et de même
que d'autres possibilités, certaines beaucoup moins positives, comme des possibilités pathologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont liées à la nourriture ou qui peuvent être liées aux drogues, à commencer par la cigarette et par l'alcool, mais à continuer par toutes les autres. Ces possibilités-là, elles sont les possibilités, je dirais, d'un autre corps, qui en effet n'est un corps que métaphoriquement, et du corps social. Elles sont des possibilités d'une société et d'une culture qui en est venue à rendre possible, en effet, la communication de la vie ou de morceaux, d'éléments de la vie entre les individus. Et ça, d'une certaine façon, c'est quelque chose, on va dire, parce que d'aussi remarquable que la transmission de la vie qu'est la reproduction en général. Mais cette fois, c'est même pas seulement, en tout cas, de l'espèce qu'il s'agit. On n'entretient pas l'espèce quand on greffe un organe ou quand on soigne de telle ou telle manière telle ou telle affection. On n'entretient pas l'espèce. Bien sûr, on entretient un individu, mais en même temps, je dirais, on fait passer entre tous les individus, à l'intérieur du corps social, mais quelque chose qui n'est, c'est pas du tout une espèce de conte de faits que je raconte. Il ne s'agit pas de s'imaginer comme ça que nous avons une communication mystique entre nous. Non, c'est effectivement par toutes les conditions de nos existences contemporaines, et ça a d'ailleurs des côtés lourds, des côtés contraignants, des côtés compliqués, des côtés qui expliquent aussi qu'il y a une telle pression, je dirais, de la collectivité en général que quelquefois ça coince et ça fait des explosions. Enfin voilà, nous sommes en plein dedans, comme vous le savez. Mais ça veut dire qu'il y a une communication de la vie de tous nos corps à l'intérieur d'une sorte d'autre vie, d'autres modes d'existence que peut-être nous sommes seulement en train de commencer à découvrir. Je vais rebondir justement. Oui, il fallait que je m'arrête. Non, mais c'était très bien, merci beaucoup. Mais je voulais rebondir sur le corps social, peut-être en demandant à Monsieur Le Breton, justement, quel était son avis sur cette thématique. Oui, dans cette question, mon corps est-il à moi? On peut dire qu'il y a deux abîmes de sens. C'est d'une part le mot corps et après le mot moi, évidemment, puisque la notion de corps n'a aucune objectivité. Elle est une déduction plutôt, puisqu'un bon nombre de sociétés humaines d'ailleurs ne disposent pas du terme corps pour distinguer la personne d'elle-même d'une certaine manière. Il y a d'autres sociétés où la notion de corps existe, sous des formes quand même très différentes de nos représentations anatomo-physiologiques, et puis de manière extrêmement variée à travers le monde. Il y a d'innombrables manières donc de concevoir ce corps, entre guillemets, comme étant immergé à l'intérieur du cosmos, en lien avec le monde animal, en lien avec les dieux, etc. Donc la notion de corps, pour moi, est plutôt une question qu'une réponse. Quand on parle de corps, donc on est en effet dans des formes de dualisme qui peuvent être très différentes. Il y a des dualismes religieux, donc où on oppose, ou philosophiques, où on oppose le corps et l'âme ou l'esprit. Dans le monde contemporain, on est plutôt dans un dualisme qui oppose le sujet à son propre corps, d'où d'ailleurs la formulation de la question « Mon corps est-il à moi ?» comme si donc il y avait une distinction, comme si c'était logique plutôt de se poser cette question-là, comme si mon corps, en effet, était un objet avec lequel je me promenais et sur lequel je pourrais interagir. Bon. Dans nos traditions, plutôt je vais remonter très loin dans l'histoire pour en arriver au monde d'aujourd'hui. À quel moment on a commencé à transformer le corps?
il faut remonter jusqu'à 2 ou 3 millions d'années avec les premiers outils qui témoignent, donc c'est l'émergence du genre Homo, mais qui va à l'époque caractériser d'innombrables espèces, avant que l'Homo sapiens émerge. C'est la première intervention d'un animal ou d'une espèce pour transformer la nature. Et l'autre date, c'est celle des dessins sur les pierres, dans les grottes, etc., qu'on évaluait il y a encore quelques mois à 40-50 000 ans. Mais on a découvert récemment en Indonésie des grottes dont les dessins, manifestement, sont plutôt autour de 70 000, 75 000 ans. Et je pense que donc les premières interventions sur le corps, entre guillemets, se situent dans cet intervalle entre l'émergence de Homo sapiens, du genre Homo, et puis les premières interventions sur les grottes, etc. L'une des plus vieilles momies de l'histoire de l'humanité montre d'ailleurs un homme tatoué. Voilà. Dans nos sociétés, les monothéismes vont marquer un temps d'arrêt. D'ailleurs, c'est important de rappeler que le judaïsme n'est absolument pas dualiste, par exemple. Il n'y a pas de mot corps dans la Bible. C'est plutôt le christianisme qui introduit cette notion. Et dans les monothéismes, il y a l'idée de toute façon que Dieu a créé les hommes de façon parfaite et qu'il est hors de question d'ajouter ou de retrancher quelque chose. Et cette vision des choses va demeurer pendant très très longtemps dans notre histoire. Et je pense que les moments de mutation vont être liés à l'émergence de l'individualisation du lien social dans nos sociétés à partir de la Renaissance. Mais ça va être extrêmement lent. Et pour moi, la grande transformation va se jouer autour des années 80, avec donc là, un durcissement de la notion d'individu, avec l'abandon des cultures de classe, des cultures régionales, etc., un monde qui devient de plus en plus un monde individualisé. Et c'est là donc où le corps va devenir un objet, une sorte de proposition, un accessoire. Le corps devient un accessoire de la présence, une sorte de proposition, une matière première à modeler. On veut singulariser son corps, on veut singulariser sa personne. Le design, finalement, déborde les objets pour toucher la personne elle-même. Donc on personnalise son corps, on le customise à l'image d'autres objets de la vie quotidienne. C'est le moment donc dans nos sociétés où le corps n'est plus un destin, comme d'ailleurs Freud pouvait encore l'envisager quand il dit l'anatomie c'est le destin. Aujourd'hui, on ne peut plus dire l'anatomie c'est le destin, puisqu'on peut transformer de façon très très radicale la forme du corps. Et ça émerge donc dans ces années 80 où le corps devient plutôt une espèce de matière première. Le corps n'est plus un destin de la personne, mais plutôt il est à sa disposition pour qu'il transforme à sa guise. Donc le corps devient une sorte d'écran dans le monde d'aujourd'hui, un écran donc où on va projeter un sentiment d'identité plus ou moins désirable. Et c'est très intéressant de voir à cet égard la transformation du statut d'un certain nombre de pratiques qui sont aujourd'hui, tendances, qui sont mondialisées et qui sont l'objet d'un engouement absolument prodigieux. Regardez le tatouage, par exemple. On va en parler plus longuement cet après-midi, mais je rappelle simplement que le tatouage, avant les années 80, était plutôt associé à des formes d'excentricité, de rébellion, de dissidence, et des psychiatres comme Lombroso ou d'autres considéraient que les personnes tatouées, c'était les sauvages de l'intérieur, donc une vision extrêmement péjorative. Aujourd'hui, peut-être dans un prochain forum, dans 5 ou 10 ans, on dira quelles sont dans la salle les personnes qui ne portent aucun tatouage, et on verra que quasiment personne ne lève la main, hormis quelques résistants. Donc vous voyez une transformation absolument radicale du statut du tatouage. Pareil pour la chirurgie esthétique. Je me souviens, étant étudiant, d'avoir lu un article, c'était à l'époque le Nouvel Observateur, d'une journaliste qui dénonçait la chirurgie esthétique de l'époque, qui considérait qu'elle était pratiquée par des médecins charlatans et qui avaient plutôt des visées d'argent que des visées médicales. Et les femmes qui s'y prêtaient, il n'y avait quasiment que des femmes, étaient perçues par cette journaliste comme des femmes qui avaient des complexes. Et donc c'était une histoire, un jeu un peu pervers entre des médecins très intéressés
et puis des femmes paumées, et voilà. Mais aujourd'hui, la chirurgie esthétique, évidemment, à l'ordre du jour. C'est-à-dire, on achète n'importe quel magazine féminin et on aura des interviews de chirurgiens esthétiques. Là, on est à l'époque on est encore dans l'hiver. Je suis sûr que vous trouvez des articles du style comme quelles opérations vous allez faire maintenant pour être absolument magnifique sur les plages dans les mois qui viennent. Et on vous annonce le prix, la durée de cicatrisation, etc. Donc changement radical également de la chirurgie esthétique ces dernières décennies. Le culturisme est dans la même logique. Rappelez-vous le dessin d'Henri Serre, où on voyait un culturiste dont les deux cerveaux étaient dont le cerveau, je veux dire, était dans son bras. Il n'avait pas de front, d'un air de dire donc qu'il n'en avait pas des masses dans la tête, mais tout dans les bras, en quelque sorte. Aujourd'hui, le culturisme ou le bodybuilding ont acquis leur lettre de noblesse et les salles de mise en forme, les salles de musculation se sont ouvertes dans le monde entier. Les régimes alimentaires étaient totalement inexistants, hormis dans le monde médical avant les années 80. Donc aucune femme n'était dans l'obsession de maigrir et de rester dans un poids qui autorise la séduction, en tous les cas dans nos représentations contemporaines. Aujourd'hui, ça devient difficile qu'une femme ne suive pas quelques régimes ou ne se prive pas de quelques gâteaux ou autres. Une émergence également saisissante qui se joue à partir à la fin des années 80, c'est le transsexualisme. Je me souviens quand j'étais tout jeune enseignant et que j'intervenais encore dans les écoles de psychiatrie, on voulait nous faire dire, en tant que sociologue, moi j'ai jamais accepté ces idées-là, mais on voulait nous faire dire que les personnes transsexuelles qui se vivaient corporellement dans un sexe différent de celui qu'elles avaient en tête, c'était encore à l'époque une forme de pathologie, de psychiatrie. C'était des gens malades et il fallait absolument les soigner. Aujourd'hui, la dimension transgenre fait partie des grands débats contemporains. On peut changer de sexe, on peut même inventer d'autres genres, d'autres sexes. Il y a des personnes qui refusent de se considérer soit comme homme, soit comme femme, qui revendiquent soit un troisième sexe, soit une multitude d'autres sexes, en considérant finalement que chaque personne devrait déterminer son propre sexe. Et puis pour des choses beaucoup plus banales, il y a le jogging, le footing, etc. Là aussi, je me souviens quand j'étais étudiant à Tours à l'époque, moi qui faisais à l'époque pas mal de cross-country, d'athlétisme, etc. Quand j'essayais d'aller m'entraîner, j'avais une partie de course dans la ville, et je me souviens que j'étais gêné de courir parce que je me disais je vais passer pour une sorte de fou. Aujourd'hui, plutôt, c'est d'une banalité absolument déconcertante. Voilà, donc l'individualisation du lien social qui s'est vraiment accentuée profondément à partir des années 90, a abouti à cette idée d'une individualisation du corps. Je veux un corps à moi, un corps pour moi, un corps qui m'appartienne. Je veux me singulariser à travers la forme de mon corps, avec mes tatouages, avec mes implants, avec mon apparence, même éventuellement en changeant de sexe, etc. Le corps est aujourd'hui donc plutôt un outil pour la présentation de soi, et c'est l'émergence d'un dualisme tout à fait inédit dans l'histoire, puisque c'est un dualisme qui oppose le sujet lui-même à son propre corps. C'est le rapport au miroir que vous avez évoqué tout à l'heure. Je me regarde dans le miroir et je ne coïncide pas tout à fait avec l'image que j'aimerais avoir de moi, donc je vais intervenir avec les professionnels requis ou à travers une discipline personnelle pour mettre mon corps à la hauteur de mes désirs. Maurice Corcos, parfois le trouble de la perception de soi peut confiner à la pathologie et parfois à des maladies qui sont graves. Quelles sont vos expériences sur ce sujet? Oui, alors pour m'accorder avec mon ami David Le Breton, avec qui j'ai l'habitude de temps en temps de faire covoisinage dans des discussions, et je vais peut-être paraître légèrement désillusionniste ou même conservateur, comme souvent les psys et les psychanalystes sont pensés actuellement. Je vais répondre à votre question sur le pathologique, mais avant, je dirais qu'il y a un continuum du normal au pathologique, et que ce que vient de dire David est vrai, sauf que les psychiatres ont l'habitude de recevoir les patients après qu'ils se soient exposés, qu'ils aient donné une image à l'extérieur d'eux-mêmes, et lorsqu'on les voit dans l'antichambre qu'est le cabinet de l'analyste, il faut bien percevoir la souffrance immense
qu'il y a derrière cette exposition et derrière cet apparent « c'est mon choix ». C'est mon choix de m'interroger sur les mutilations, par exemple, sur la chirurgie esthétique, etc. Donc les patients que je vois, mon champ d'expérience à moi, mon champ d'activité, ce sont des enfants et des adolescents qui vont très mal, qui sont par exemple les patients borderline, c'est-à-dire ceux qui s'automutilent, ceux qui se suicident. Et ce qu'ils attaquent, ce qu'ils agressent là, ce n'est pas leur corps à eux, non. C'est le corps des deux géniteurs. Et quand vous voyez les parents réagir à ce suicide d'un borderline ou à ces automutilations, croyez-moi, ils perçoivent bien que c'est le corps qu'ils ont, eux, généré, ces deux géniteurs, qui est agressé, plutôt que ce corps-là qui n'appartient pas vraiment au borderline, qui se pose souvent la question de « je ne suis pas dans ce corps est vide, ce corps n'est pas à moi ». Moi, je vois des patients toxicomanes qui s'embrument, qui embrouillent leur corps, qui lui donnent des sensations pour le réanimer. Je vois des patientes anorexiques, boulimiques qui s'effacent, qui effacent ce corps des deux géniteurs pour pouvoir sentir le point central qui est en eux et qu'ils n'arrivent pas à percevoir, bon, etc., etc. Et ces patients-là m'instruisent sur quelque chose, c'est que ce corps-là, difficile, douloureux, sur lequel ils s'interrogent quant à savoir s'il leur appartient, c'est-à-dire s'il est leur propriété, s'ils en ont la jouissance, ce corps-là à l'adolescence, il est en résonance avec un corps qui est le corps de l'enfance. Ça, c'est la psychanalyse. Et oui, quand on s'occupe de ces patients et qu'on réfléchit dans des thérapies familiales avec les parents de ces enfants et de ces adolescents, on s'aperçoit qu'il s'est joué des choses compliquées autour d'une question centrale qui est un certain corps, qui est le corps totalement oublié par la médecine technique, scientifique, technologique actuelle, c'est-à-dire le corps d'enfance, le corps imaginaire du désir. Ce corps de l'enfant qui a été investi, libidinalisé, aimé, pensé, validé, parlé, mais surtout avec lequel il y a eu une relation transcorporelle entre la mère et l'enfant, et la mère est la médiatrice de l'environnement, c'est la mère qui est la transmettrice de l'ensemble de ce que le monde donnait à l'enfant. Donc il n'est pas question de la responsabiliser ou de la culpabiliser, mais elle est au centre de la construction du moi corporel et ensuite du moi psychique de l'enfant. Spinoza disait que c'est le corps qui peut l'esprit. Du corps à l'esprit, il y a toute une genèse. C'est les impulsions corporelles qui donnent des sensations. Ces sensations vont donner des affects qui vont s'accorder à des représentations, qui vont donner des émotions, ensuite des sentiments, ensuite des idées, ensuite des mots, ensuite des symboles. Le symbole, il vient là. Au tout début, donc, est le corps. Bon. Et pour ces patients dont je parle, le moins qu'on puisse dire, c'est que les interrelations précoces, la construction de ce qu'on appelle le narcissisme primaire, c'est-à-dire la construction de cette identité corporelle à partir duquel l'identité psychique va se développer, c'est le corps qui inspire à l'esprit les pensées qu'il peut avoir. Et l'esprit ne s'exprime au mieux que s'il est invité à se rencontrer dans le corps. Bon, bref, si cette construction de l'identité corporelle s'est mal passée, pour tout un tas de raisons, et en particulier de détresse, car ces familles sont en détresse, si cette identité corporelle est trouée, si elle est anesthésiée, si quelque chose n'a pas eu lieu d'être, alors ce corps, le sujet n'a pas le sentiment qui lui appartient. Et il n'a pas aussi le sentiment que ses émotions lui appartiennent et que son esprit lui appartient, ses pensées lui appartiennent. Donc moi, je me situe à ce niveau-là, quoi. Et par rapport à la question du miroir, pour le dire autrement, ce que j'essaye de dire là maintenant, c'est que, bon, vous vous rappelez que Narcisse était amoureux de son reflet et qu'il a plongé. Bon, pour les psychanalystes, c'est une belle histoire, mais c'est surtout une histoire qu'il faut interpréter en relation avec ses géniteurs, c'est-à-dire le fleuve Sésif et sa mère, la nymphe bleue. Et ce père, le fleuve Sésif, a violé cette nymphe bleue. Et si ce gosse se mire dans ce miroir et plonge dedans, c'est pour nous qu'il plonge dans la scène primitive, dans la scène du viol, dans la scène d'où il est venu. C'est ça qui ne va pas chez Narcisse. Il n'arrive pas à transformer son reflet en écho. Il n'écoute pas ce que écho lui dit. Bon. C'est ce qui se passe pour nos patients. Ce sont des pathologies du narcissisme. On appelle ça des souffrances identitaires. Leur identité corporelle et psychique ne s'est pas faite parce que le miroir du visage maternel, qui est un élément médiateur du miroir du monde, et donc il faut aider les mères dans les maternités, pas les laisser simplement 2 jours dans des maternités qui sont devenues industrielles. Il faut
mettre des psychiatres et des psychologues en maternité pour voir les mères qui sont en détresse. Les familles monoparentales sont pourvoyeuses de maladies psychiques. Il faut que quelqu'un s'occupe de ces maternités dysfonctionnantes, douloureuses, compliquées, parce que la mère est un miroir et que le sujet se construit au miroir du visage maternel. Et que si ce miroir du visage maternel va suffisamment bien, s'il n'est pas déprimé, s'il n'est pas brouillé, s'il n'est pas cassé, s'il n'est pas brisé, s'il n'est pas sans teint, c'est-à-dire dans l'emprise, comme dans l'anorexie mentale, il y a tout un tas de miroirs plus ou moins compliqués. Si cette mère ne va pas suffisamment bien, si elle n'est pas étayée par un mari qui est présent, par un environnement porteur, par une société qui pense que cette période sacro-sainte de la maternité est une période particulièrement difficile, alors l'enfant se construit au miroir du visage maternel de manière défaillante. Il n'est pas porté par le miroir du visage maternel. La mère ne prend pas le pouls, la tension de ce gosse. Il y a quelque chose qui n'a pas lieu, quelque chose qui n'est pas échangé dans la relation transcorporelle. Ces nappes de silence, ces nappes d'hostilité sur le corps de cet enfant parce que la relation est compliquée, ces nappes sur le corps, c'est elles qui vont donner des troubles d'identité, qui vont faire que ce gosse se pose la question de savoir si ce corps lui appartient ou pas. D'accord ? Donc le corps dont je parle, moi, ce n'est pas le corps anatomique, ce n'est pas le corps physiologique, ce n'est pas le corps symbolique. L'hystérie, lorsque son corps se désorganise, elle se fout pas mal de l'anatomie, de la physiologie, et les médecins qui courent après se demandent quel est ce corps dont elle parle. Eh bien, c'est le corps du désir. Et mon ami David a l'air de penser que les chirurgiens esthétiques vont mieux. Non, 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 non. Enfin, moi, je connais un certain nombre de chirurgiens esthétiques qui sont des marchands du temple. Le dernier qui a pris une de mes patientes de 30 kilos pour lui greffer des seins, une anorexique. 30 kilos, greffer des seins, sans imaginer ce que ça peut signifier que de greffer des seins à une patiente qui est dans une souffrance dans la relation avec le corps de la mère. Je dis qu'il y a un sujet majeur. Nos amis les chirurgiens bariatriques qui sont en train de gérer un certain nombre de dysfonctionnements sont en train d'enlever des symptômes qui est l'obésité. Dans un certain nombre de cas, je ne parle pas de tous les cas, je parle de ceux dont je m'occupe. Et on sait que dans un certain nombre de cas, quand on enlève ces symptômes protecteurs, qui est l'obésité, qui n'est pas une affirmation de soi, qui n'est pas un choix personnel, qui est une défense. Lorsqu'on enlève cette défense, que ce soit l'anorexie ou l'obésité, eh bien, vous avez des dépressions, des passages à l'acte suicidaire, parce qu'on n'a pas bien considéré que ce corps s'était organisé dans un système défensif plus que d'affirmation. Même chose pour un certain nombre d'automutilations. Lorsque le sujet s'automutile, je ne crois pas qu'il affirme la moindre identité particulière, ou alors une identité éraflée, brisée, trouée. Oui, c'est ce qu'il est en train de marquer de manière très significative à son environnement, que ce soit à ses parents ou à ses médecins, c'est qu'il y a une césure, il y a une coupure, il y a une séparation qui s'impose pour lui. Bon. Je ne parle pas de tous les cas d'automutilation, je parle de ceux dont je m'occupe. Bon. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas oublier par rapport à la question de est-ce que je peux maîtriser le reflet de mon image corporelle, cette question centrale, c'est que ce que vous voyez dans cette exposition, dans cette suraffirmation avec un certain nombre d'oripeaux plus ou moins modernes qui font que le corps est expansé, je dis, moi, que dans un certain nombre de cas, ce sont des défenses contre un vide, comme contre un narcissisme sans miroir. Et que si vous enlevez ces défenses, vous allez vous apercevoir, vous allez rencontrer alors ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire le vide, le chaos, le désordre. Merci. On reviendra probablement... On reviendra certainement à la fois dans les questions du public et peut-être entre nous sur ces questions où on est plus effectivement dans la pathologie et parfois la frontière est difficile à déterminer. Il est parfois très difficile de maîtriser son corps, vous le dites, de le faire maigrir parce que parfois c'est un symptôme qui peut être un symptôme de quelque chose d'autre. Mais on a aussi l'impression que l'hypnose, et là je m'adresse à Philippe Haïm, c'est aussi, ça peut être une manière en tout cas de faire dialoguer le corps avec celui qui l'habite. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter sur ce débat ? Merci, c'est une bonne question. Et justement, je crois que poser la question de « mon corps est-il à moi ?» et la poser à... Je suis très honoré d'être là et je trouve très pertinent
même si ça n'avait pas été moi, bien sûr, qu'on pose la question à la pratique de l'hypnose, de la question « mon corps est-il à moi ?» et qu'on la mette en lien, comme vous venez de le faire, avec la question de la maîtrise. Parce que « à moi », d'une certaine manière, ça renvoie avec la question de la propriété, donc de la maîtrise. Si un objet est à moi, je peux en faire quelque chose. Et pour rebondir aussi sur ce qui a été dit des changements dans les activités modernes des Homo sapiens, je crois qu'il y a aussi une réponse des individus à ce qui se passe en termes de perte de maîtrise. Finalement, la société qui nous pousse à de plus en plus de sédentarité a aussi vu la floraison du jogging et des salles de sport. La société qui nous pousse à plus d'individualité a vu la floraison de nouveaux modes d'éducation plus positifs, centrés sur l'attachement et le lien, comme si c'était une réponse à cet individualisme. De même, on a beaucoup mis en avant la méditation, et non plus telle qu'elle était pensée au départ dans le bouddhisme, etc. Mais on entend des approches méditatives parfois vécues comme des espèces de performances, pour maîtriser justement son corps, pour en faire un espèce de sport mental, de performance, voire pour maîtriser le corps des autres, faire méditer des enfants pour les rendre calmes et attentifs comme des animaux. Comme le dit Fabrice Midal, qui est pour moi le meilleur enseignant de la méditation en France, ça ne sert pas à calmer la méditation. Si on veut des enfants calmes, mieux vaut des poissons rouges, ce sera beaucoup plus calme. Concernant l'hypnose, effectivement, on pense assez souvent, et on n'a pas toujours tort, hein, que l'hypnose peut nous aider à avoir une meilleure maîtrise de notre corps, et notamment la maîtrise de ce que dans notre corps, à l'évidence, on ne maîtrise pas. Je pense que ce qui fait le lit de ce dualisme dans notre expérience, de ce dualisme qui n'est pas peut-être un dualisme ontologique, c'est-à-dire que nous, oui, bien sûr, il est vraisemblable que le cerveau produit la conscience. Mais je veux dire, ce dualisme phénoménologique, tel qu'on le ressent, il vient du fait qu'il y a des tas de choses qu'à l'évidence, dans mon corps, je ne maîtrise pas. Quand je ressens une émotion, un sentiment, ça vient. Quand je dors et aussi quand je me réveille, ça se passe tout seul. Ce n'est pas... C'est moi, mais ce n'est pas moi. Et puis, dans les demandes de consultation, des choses plus embêtantes, qu'à l'évidence, on ne maîtrise pas. Des palpitations d'angoisse, des nœuds dans la gorge, des images traumatiques qui reviennent, des comportements automatiques, des pulsions, des émotions, des pensées qui s'imposent, qui se répètent. Parce qu'on ne peut pas, et ce n'est pas la demande des patients, on ne peut pas changer le réel, on ne peut pas changer ce qui nous arrive, on peut changer la façon dont on vit ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer l'image qu'il y a dans le miroir, on peut changer la façon dont on la reçoit et dont on la perçoit. Et la façon dont on perçoit, on ne le maîtrise pas. Malgré la réflexion, malgré la logique, malgré la connaissance, ça devient inutile. Il faudrait que je me calme, puisque je sais que ça ne sert à rien de paniquer. Il faudrait que je relativise. Objectivement, ce n'est pas grave. Ça ne marche pas. Théoriquement, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux, mais je vais mal. Faudrait que je lui dise non, tout simplement. Juste que je lui dise non. Non, en vrai, je sais que je ne suis pas si gros, mais... ou c'est pas raisonnable de manger comme ça ou de fumer comme ça, c'est en train de me tuer, je le sais, mais c'est plus fort que moi. Ou il faut que je dorme, il faut absolument que je m'endorme. Vous pouvez essayer ce soir. Donc moi je dirais qu'effectivement, comme François Roustan, un des plus grands penseurs de l'hypnose le disait, je pense que le psychisme est une des fonctions du corps. Donc même quand c'est notre psychisme qui va mal, c'est bien quelque part notre corps qui n'est plus vraiment à nous, au sens où il nous échappe, et il entraîne en réponse une frénésie de contrôle, qui accentue un sentiment d'échec de contrôle et donc qui accentue une volonté de contrôle dans un cercle interminable. Et ce qui est intéressant et très paradoxal, c'est qu'on pense aussi que l'hypnose nous fait passer par une expérience de perte de contrôle. C'est un paradoxe quelque part. L'hypnose, pour nous aider à mieux nous maîtriser, devrait passer par l'accentuation apparente de la perte de maîtrise. Et cette perte de contrôle, elle se situe à deux niveaux, en soi-même et en relation avec l'autre. En soi-même parce que dans l'expérience hypnotique également, on voit apparaître des images, parfois d'un grand réalisme, on ressent des sensations, on produit des idées, des émotions, des mouvements qu'on n'est pas forcément allé chercher volontairement. Alors bien sûr, c'est lui, c'est son corps, de façon matérialiste, c'est son corps qui le produit, mais dans son vécu, ça se passe, ça se fait, ça se produit. Il est acteur, mais il est aussi témoin et spectateur du changement. Les neuroscientifiques parlent de perte d'agentivité. Il n'a plus le sentiment d'être l'agent de l'acte que pourtant de facto il produit. Et deuxièmement, dans la relation, puisqu'on croit percevoir de l'hypnose, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais on croit percevoir de l'hypnose, et la médiatisation ne nous aide pas beaucoup, que c'est non seulement une perte de contrôle sur soi-même, mais que c'est aussi confier une part du contrôle de soi à un autre.
parce que le sujet répond aux suggestions du thérapeute à qui il confie sa demande d'aide. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'hypnose, c'est bien une expérience de perte de contrôle au bénéfice d'un autre ou au bénéfice de sensations inattendues, aussi inattendues que celles qui ont provoqué la demande? Et si c'est le cas, comment prétendre que ça nous donnerait un gain de maîtrise? Et c'est une question qui est au cœur de l'hypnose, et donc je peux donner que quelques esquisses d'idées de réponse. D'abord en commençant par cet aspect relationnel, parce que vous entendrez les praticiens de l'hypnose dire exactement le contraire, disent que l'hypnose n'est en aucun cas une prise de pouvoir sur le sujet, au contraire, c'est de trouver en lui, c'est d'aider le patient à trouver en lui des ressources et des solutions. Erickson, notre maître à penser un petit peu dans l'hypnose actuelle, il comparait la thérapie à un apprentissage. De facto, un apprentissage, c'est le fait d'une hétéronomie. Je peux apprendre des tas de choses, je peux apprendre à lire, à marcher, à jouer du piano, d'abord parce que j'ai la capacité de le faire. Si je n'ai plus de bras, je ne pourrais pas jouer du piano avec mes mains. Et aussi parce que quelqu'un met en place un cadre dans lequel je peux révéler ma compétence. Il révèle uniquement ma ressource, en fait. De la même manière qu'un parent dont la présence sécurise suffisamment l'enfant pour qu'il s'autorise à éventuellement tomber, ce qui lui permettra d'apprendre à marcher. De même, un enseignant qui est toujours récompensé quand quelqu'un pose une question, parce que ça veut dire que l'étudiant s'approprie le savoir. De même, ces sculpteurs qui disent, ça m'épate toujours parce que je n'ai pas de fibre artistique de ce côté-là, qui disent que la forme était dans le bois, qui n'ont fait qu'enlever les contours. D'accord ? Ou les romanciers qui disent que c'est les personnages qui ont décidé de la fin de l'histoire. Étonnant, ça. Hein ? Donc le patient demande à ce qu'on lui apprenne quelque chose, oui, à arrêter de fumer, à perdre du poids, à retrouver le goût de vivre, enfin voilà. Mais le thérapeute n'apprend rien à cette personne, en fait. C'est la personne qui apprend quelque chose qui existe déjà en elle. J'aime bien cette citation de Roustan. L'hétéronomie dans la relation thérapeutique ne fait que susciter l'autonomie. Le patient doit prendre l'acte à son compte. Aucune suggestion ne peut décider à la place du sujet. Donc quelque part, on suggère quelque chose, mais on se met en retrait. On met en demeure une personne de faire quelque chose, mais on sait qu'on est dans l'incapacité radicale de le faire à sa place. Donc la fameuse suggestion n'est pas le fait de l'hypnotiseur, elle est bien le fait de l'hypnotisé qui accepte la suggestion et qui s'en sert pour libérer sa propre énergie. On ne devrait pas dire qu'on hypnotise qui que ce soit, on devrait dire qu'on aide quelqu'un à entrer dans son hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose ne pense pas que l'autonomie s'oppose à la relation. Au contraire, l'autonomie naît de la relation, elle est permise par la relation, et qu'il y a besoin de quelqu'un qui nous fasse vivre une expérience pour qu'on change. Et en ce sens, je pense que là, puisqu'on est dans un forum de bioéthique, je pense que l'hypnose a un positionnement éthique. C'est-à-dire pour moi, l'éthique, c'est d'accepter de poser des questions et de ne pas les éluder. Et je crois que l'hypnose pose pleinement la question de l'influence. Et elle y répond d'une manière peut-être originale, c'est-à-dire qu'elle dit que l'influence est inévitable. Nous sommes toujours influents les uns sur les autres, mais plutôt que subir cette influence, ou essayer de l'éviter en étant neutre, ce qui est illusoire, ce qui est peine perdue, on peut utiliser l'influence, on peut utiliser la relation avec une visée éthique, c'est-à-dire au bénéfice de l'objectif du patient. Ce qui fait bien la différence d'ailleurs, quand j'évoquais l'hypnose de spectacle telle qu'on la voit, on voit bien cette différence-là d'utiliser l'hypnose au bénéfice de quelqu'un ou au bénéfice de celui qui influence. Donc le changement survient, si vous voulez, c'est pas parce que le thérapeute le veut, c'est parce que la présence du thérapeute permet que le changement survienne. Erickson disait, j'aime bien cette citation aussi, où il dit qu'il ne sert à rien de tenter de changer la manière de penser de quelqu'un. Il s'agit en thérapie de créer le contexte dans lequel le patient changera lui-même sa manière de penser. Mais alors comment on crée ce contexte? Et j'en viens à mon deuxième point. Comment on influence de façon stratégique pour que ça aille dans le sens du patient? Eh bien, c'est par l'expérience. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la thérapie n'est pas une connaissance. En hypnose, la thérapie est une expérience. On parlait des perceptions qui viennent au sujet, qui n'ont pas toujours de lien apparent avec le problème, qui ne répondent pas de façon directe à la maîtrise consciente. Cette idée qu'il faut perdre quelques repères pour en trouver de nouveaux. C'est-à-dire que tenter de maîtriser directement, frontalement son corps, ça ne marche pas. Vraisemblablement, ça ne marche pas. C'est ce que les gens nous disent. S'ils arrivaient à maigrir en voulant maigrir, ils ne viendraient pas. S'ils arrivaient à avoir le goût de vivre juste parce qu'ils ont décidé d'arrêter de déprimer, ils ne viendraient pas nous voir. Ceux qui y arrivent ne viennent pas nous voir. Et Dieu merci, il y en a beaucoup. La résilience, etc., sont des choses formidables qui existent. Et c'est quand elles ne se produisent pas qu'on demande un coup de main. Donc, par exemple, si je vous disais de ne surtout pas penser à un ours blanc, évidemment, vous y pensez. Et si je vous dis, mais vous savez que la solution, ce serait de ne pas y penser. C'est la seule solution. D'ailleurs, il faudrait réfléchir à pourquoi vous avez tant de mal à arrêter de penser à un ours blanc. Et d'ailleurs, il vous faudrait plus de volonté pour ne pas penser à un ours blanc. D'ailleurs, il faudrait comprendre à quel point il vous est nuisible.
de penser à cet ours blanc, ça ne marcherait pas. Et vous me diriez, comme les patients, je sais, je comprends, j'essaye, mais ça ne marche pas. Parce que comprendre, trouver des causes, des raisons, réfléchir, raisonner, ça ne marche pas. C'est le mauvais outil pour y arriver. Et c'est en cela que j'aime bien la réponse aussi que donne l'hypnose. C'est-à-dire que la raison, le mental, la réflexion ne vont pas résoudre des problèmes qui relèvent de l'affect, de l'irrationnel ou d'une perception aberrante. Comme le disait Abraham Maslow, qu'on a surtout retenu pour sa pyramide, mais qui était un type extraordinaire, je trouve, dans ses écrits, il dit « Si vous ne disposez que d'un marteau, il est tentant de traiter tout problème comme s'il s'agissait d'un clou. » Donc il faut le bon outil. Et de la même manière qu'il faut la médiation de quelqu'un pour révéler nos compétences, il faut une expérience qui nous sert de pont pour arriver sur l'autre rive, celle que nous souhaitons atteindre, c'est la possibilité de réguler un phénomène qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, entre autres, ce pont peut être l'usage de l'imagination. J'aime beaucoup Émile Coué aussi, qu'on a retenu pour une seule phrase, mais qui était aussi un penseur, un hypnotiseur et un humaniste formidable, qui dit que l'imagination est une force plus puissante que la volonté et que c'est l'imagination qui détermine nos actes, plus que notre volonté. Si je pose une planche de 30 cm de large, là sur la scène, et que j'essaie de marcher dessus, je vais y arriver assez facilement. Si je pose cette planche de 30 cm de large entre deux immeubles à 200 mètres de hauteur, je vais moins faire le malin. Parce que l'imagination du fait que je pourrais tomber va entraîner la peur et va me rendre hésitant, maladroit. Et c'est pareil pour guérir. Vouloir guérir, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. S'imaginer guéri ou se servir de l'imagination comme un pont vers la guérison. Donc non, on ne peut pas ralentir son cœur volontairement ou l'accélérer. Mais si je vous parle d'une araignée et que j'en parle avec beaucoup de détails, que je vous mets même en hypnose pour vous la faire ressentir réellement, beaucoup de gens vont avoir le cœur qui s'accélère. Ou pour le ralentir, il vaut mieux que je vous parle d'autre chose que de ralentir le cœur. Donc on ne peut pas facilement changer à grands coups de volonté et de raisonnement. On ne peut pas non plus lâcher prise juste parce qu'on l'a décidé. Surtout quand les gens nous disent « dans la vie, tout ce qui me reste, c'est m'accrocher ». Donc leur dire de lâcher prise. Donc c'est surprenant pour nos patients qu'il y ait des changements profonds, durables, utiles, un meilleur vécu des situations parce qu'on a imaginé en hypnose une rencontre près d'une rivière, parce qu'on a ressenti une armure autour de son corps, parce qu'on a fait dialoguer des parties de soi, parce qu'on a effectué un geste de la main. Donc oui, on peut mieux maîtriser son corps, mais pas en s'attaquant frontalement à cette envie de contrôle et de maîtrise, par un chemin étrange, inhabituel, qui va nous permettre de mieux maîtriser ou de mieux accepter ce qui n'est pas maîtrisable. Et c'est souvent ça aussi, mais c'est un chemin un petit peu inhabituel. Est-ce que j'ai encore une minute? Je voulais citer une anecdote pour vous illustrer ça, d'Erikson, puisqu'il était question de l'image dans le miroir. Ça m'a fait penser à ça. C'est une histoire de Milton Erickson, donc ce grand psychiatre américain qui est à l'origine du renouveau de l'hypnose au XXe siècle, qui reçoit une jeune femme pour une obésité, justement. Elle dit qu'elle a 50 kilos de trop. Elle a des mots terribles sur elle-même. Elle se définit comme une grosse souillon, dit-elle. Et elle avait déjà consulté d'autres personnes. Elle était très, très triste, très perturbée émotionnellement. Et Erikson dit dans son article, mais finalement, personne ne pourrait lui donner une image d'elle plus déplaisante qu'elle-même en avait déjà. Et donc, pour ne pas aller frontalement dans cette tentative de maîtrise qui n'aurait servi à rien, il lui dit « Écoutez, je ne crois pas que vous sachiez combien votre graisse est pénible pour vous. Alors ce soir, avant de vous coucher, mettez-vous nu devant un miroir en pied et regardez à quel point vous détestez tout ce gras que vous portez. » S'il avait participé à la tentative de maîtrise du poids, ça n'aurait pas marché. S'il avait parlé des risques pour la santé, du régime, ça n'aurait pas marché. S'il lui avait parlé à quel point elle était jolie, puisque de facto c'était une très jolie jeune femme, ça n'aurait suscité qu'un sentiment d'échec et de rejet supplémentaire. Et donc en acceptant de ne pas s'opposer frontalement, en se servant du ressenti des émotions que la personne ressent, il captive son attention, il crée une alliance avec elle. Après tout, cette tâche était quelque chose qu'elle pouvait faire. Elle avait une certaine compétence en autocritique. Alors la patiente est un peu hypnotisée par cette idée, et il ajoute « Et si vous réfléchissez vraiment assez, et que vous regardez au travers de cette couche de graisse dont vous êtes enveloppé, vous verrez une très jolie silhouette féminine, mais elle est enterrée assez profondément. » Et après un certain temps d'hypnose, bref, pour faire face à ces nouvelles idées sur elle-même, qui avaient été amenées indirectement, il lui donne la maîtrise de la thérapie, en lui disant « Que pensez-vous que vous devriez faire pour déterrer cette silhouette ?» Et c'est elle qui propose sa solution. Donc l'imagination, si vous voulez, a servi à réorienter sa motivation et ses objectifs, bien plus que sa confrontation
à sa volonté de maîtrise d'elle-même et de son propre corps. Et c'est vrai que des fois, je m'inspire des fois un petit peu de ça quand c'est possible, quand la relation le permet, quand la thérapie en est au bon stade, avec ces patients parfois en difficulté avec leur image. Des fois, je leur dis de façon un peu provocative, mais en fait, vous aimez votre corps? Elles me disent, mais non, voyons, docteur, je déteste mon corps. Mais si, vous aimez votre corps, je vous assure. Vous avez quelque chose contre votre périoste? Non, je ne sais même pas ce que c'est. Ah, et vous avez quelque chose contre l'astragale, l'os coxal, l'amygdale, la scapula, la fibula, l'insula, l'endothélium, le jéjunum, le calcanéum, le lobule, la lunule, le vestibule, l'opercule, l'os malaire, la trachée artère ou même les coronaires. Je me suis arrêté là parce que je ne trouvais plus de rime. Mais bref, tout ça fonctionne bien en fait et vous voulez vivre et vous voulez continuer à vivre. Vous aimez votre corps. Vous n'aimez pas la couche de graisse que vous avez mis dessus et votre corps non plus ne l'aime pas. Lui-même, il l'a mis le plus à l'extérieur possible. Et il n'aime pas non plus les difficultés que ça entraîne. Bref, au lieu d'imaginer un corps rebelle, un corps horrible, méchant, qu'on voudrait mater, maîtriser, on imagine un corps vivant mais souffrant qu'on pourrait aider. Vous préférez mater, briser, contrôler quelqu'un ou bien aider quelqu'un et vous en faire un allié. Et donc ça change tout. Et donc se servir de l'imagination de cette manière-là change beaucoup de choses dans la façon dont les personnes perçoivent des ressources. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire sur la maîtrise du corps et la question de l'hypnose. Merci. Introduction. On ne va pas tarder à laisser la parole au public, mais je voulais quand même juste vous faire réagir sur une idée qui finalement est au cœur aussi de la question de « mon corps est-il à moi ?» On a bien compris, parce qu'à cette table ronde, on a à la fois des penseurs et à la fois des thérapeutes, que finalement, pour un individu adulte, majeur, on va dire, qui est en pleine possession de ses droits, comment se fait-il qu'on va pouvoir utiliser une forme de contrainte pour aller contre sa volonté? On sait bien que sa volonté, elle est peut-être maladive, elle est peut-être liée à des traumatismes, elle est liée à une histoire, elle est liée à une filiation. Mais tout de même, si on dit « mon corps est à moi », comment est-ce qu'on fait intervenir la contrainte qui, je sais, fait partie aussi de l'exercice naturel, notamment de la psychiatrie, fort heureusement pas seulement, bien entendu, mais je veux dire de la médecine même de manière générale, et c'est valable pour certaines addictions, c'est valable dans beaucoup de circonstances, on va être amené de temps en temps à contraindre contre sa volonté un individu adulte, puisque le cas de l'enfant fera l'objet d'autres réflexions, mais voilà, comment est-ce qu'on fait cohabiter cette idée de contrainte, de liberté individuelle et de pathologie? Écoutez, c'est un point central pour ce qui est de la psychiatrie, pour qu'on ne dénature pas son action. Oui, la psychiatrie, y compris de l'enfant, de l'adolescent, pas simplement de l'adulte, et conçoit que la pathologie mentale, lorsqu'elle s'exprime, est, comme le disait Henriet, une pathologie de la liberté. Ce que je disais tout à l'heure, ce patient affirme apparemment ce qui serait son choix d'une manière qui le met en danger. La psychiatrie considère qu'en fait, il obéit à une contrainte intérieure à se mettre en danger et que la contrainte extérieure que la psychiatrie propose, elle est là pour lutter contre la contrainte intérieure qui impose au sujet de se mettre en danger. Et il y a, par exemple, si vous prenez l'exemple de l'anorexie mentale, il suffit de discuter avec elle, elle vous dira qu'il y a à l'intérieur d'elle un dictateur intérieur qui lui dit calories, protéines, lipides, ça tu as le droit, ça tu n'as pas le droit, attention à tes formes, tu te déformes, tu deviens monstrueuse, en permanence, ce dictateur intérieur. Si le médecin en face ne s'oppose pas à ce dictateur intérieur par une contrainte qui est une hospitalisation, avec un contrat de poids, avec un accompagnement pour rééquilibrer l'équilibre physique en danger, s'il n'y a pas de contrepoids pulsionnel qui a la même densité que l'intensité intérieure, alors il y a une incompréhension de ce qui se joue et on laisserait alors le sujet s'autodétruire avec l'idée folle que ça serait sa liberté. Ça serait ne pas avoir entendu Jean-Paul Sartre qui disait qu'une liberté qui n'a pas de but ouvre la voie à la contingence et donc à la destructivité. Le psychiatre est là pour s'opposer à toutes les destructivités uniquement. Et pour ce faire, il a compris qu'il fallait que lui accepte ce rôle mal vu d'être celui qui serait le contraignant, celui qui serait le canalisateur. Il n'interdit rien, il contient les forces de destructivité. Si personne ne le fait, alors le patient, en proie à une désorganisation, va s'agresser et agresser le socius, qui n'a pas compris qu'il demandait une réparation.
Oui, j'aimerais juste dire que la volonté, finalement, n'est qu'une modalité du sentiment de soi. Il y a aussi le rapport à l'inconscient, ce que j'aime bien appeler aussi l'insu, c'est-à-dire tout ce qui, dans notre histoire, continue à peser aujourd'hui sur notre présent. Et donc le thérapeute est une sorte de détour pour mobiliser, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, pour mobiliser toutes les ressources qui sont en soi. Et en ce sens, d'ailleurs, un autre petit détour avec l'hypnose qui m'intéresse depuis toujours, parce que c'est un formidable apport à une anthropologie possible du corps. Pour moi, l'hypnose nous apprend combien le corps est une cristallisation de sens. On pourrait dire d'ailleurs plutôt la personne que le corps. Bon, je rentre quand même dans le dualisme d'aujourd'hui, parce que c'est plus facile de se comprendre comme ça. Mais le corps est une cristallisation de sens. Même quand on pourrait dire d'ailleurs que le rapport à l'inconscient n'est pas véritablement présent. Je pense à la douleur chronique ou la douleur aiguë, qui peut être extrêmement efficacement soulagée par l'hypnose, par exemple. C'est-à-dire non pas une intervention physique sur le patient, mais une intervention dont il n'y a pas de contact physique, on peut dire il y a un contact sémantique par la mobilisation d'un imaginaire intime, qui va amener donc le patient à co-construire avec le thérapeute un scénario qui va l'amener à soulager sa douleur. Je pense à une patiente, par exemple, qui avait le sentiment que son dos était écrasé par un rocher incroyablement lourd, donc qui l'empêchait absolument de vivre. Elle avait énormément de mal à se déplacer. Et avec son thérapeute, de séance en séance, elle construit un scénario à travers lequel le rocher devient de moins en moins lourd et progressivement devient plutôt une sorte de ballon qu'elle a sur le dos. Et voilà le ballon qui s'envole. Et la patiente qui donc progressivement a retrouvé totalement son autonomie et qui, avec l'aide de son hypnothérapeute, a également élaboré un certain nombre de techniques d'auto-hypnose pour faire en sorte que quand elle sent que la crise douloureuse risque d'apparaître, elle puisse la neutraliser d'emblée elle-même. Vous voyez, on est uniquement dans la dimension du sens, et donc pas du tout dans un corps anatomo-physiologique, mais dans un corps de sens. Mais pour moi, en tant qu'anthropologue, nous n'avons pas d'autre corps que ce corps de sens, puisque tout à l'heure, d'ailleurs, j'évoquais les innombrables représentations du corps, de la chair dans les sociétés humaines. Il n'y a évidemment aucune raison de penser que l'anatomophysiologie serait tout d'un coup une vérité absolue et que toutes les autres sociétés seraient dans l'erreur. Le point commun de toutes les représentations du corps, c'est cette dimension du sens. Du sens. Et du coup, c'est une question qui me passionne, moi, cette histoire-là. Et juste pour y répondre à deux niveaux. Le premier, c'est la contrainte psychiatrique. Quand on est psychiatre, effectivement, hospitalier, et qu'on se doit de contraindre quelqu'un qui a perdu la capacité de consentir, ce que je trouve intéressant, pour y mettre une dimension éthique, c'est de faire la différence entre le consentement juridique, qui est un état, le patient est en état de consentir ou il n'est pas en état de consentir, et le consentement dans le cadre de la relation thérapeutique, qui n'est pas un état, qui est un processus. Et le processus commence le jour même où le patient est placé sous la contrainte, et je pense que la psychiatrie a à gagner à penser le consentement comme un processus progressif, et elle subira peut-être moins de critiques sur la notion d'enfermement. Pour raconter une anecdote, j'avais une collègue qui procédait toujours de cette manière. Par exemple, on a un patient qui est atteint d'une schizophrénie, qui va très très mal, qui est envahi par des hallucinations, qui insulte tout le monde, mais en vérité, il est très agi par les voix qu'il a intérieurement. Et donc il crie, il hurle, on finit par lui annoncer qu'on va être obligé de l'emmener à l'hôpital. Et la collègue lui dit « Monsieur, on va être obligé de vous emmener jusqu'à une ambulance. Est-ce que vous voulez y aller à pied ou est-ce qu'il faut qu'on vous y emmène de force ?» Et le type continue à crier, insulter, à parler à Dieu, etc. Il dit « Bon, ok, monsieur, on va vous y emmener. » On arrive dans l'ambulance. « Monsieur, il faut entrer dans l'ambulance. Est-ce que vous y entrez vous-même ou est-ce qu'on vous contraint à vous ? Voilà. Monsieur, est-ce que vous allez rester calme ou est-ce qu'il va falloir qu'on entrave vos membres pour éviter de faire du mal ?» Le type continue à insulter, à crier. « Monsieur, il va falloir qu'on vous donne un traitement pour vous aider à vous apaiser. Voulez-vous l'avaler ou va-t-il falloir qu'on vous le fasse en injection ?» Et le type continue à insulter et tout. Et on finit par être obligé de contraindre ce patient. Et cette collègue qui est infirmière s'approche avec la seringue et lui demande « Monsieur, préférez-vous que je vous pique dans la fesse droite ou dans la fesse gauche ?» Et je l'ai vu faire plusieurs fois et je peux vous promettre que plus d'un patient a répondu. Et j'aime beaucoup cette idée, c'est-à-dire qu'elle lui dit même dans cette zone de non-choix dans laquelle tu te trouves, je te laisserai le plus petit choix possible. Et quelque part, elle enclenche le processus qui va mener au consentement. Et pour rebondir en un mot sur ce qui vient d'être dit aussi, bien entendu, sur l'hypnose, je suis parfaitement d'accord. C'est une autre forme de contrainte, c'est une contrainte stratégique qui fait que parfois,
comme vous disiez, son désir n'est pas forcément celui qu'on va rejoindre. Par exemple, un patient va nous dire « diminuez-moi ma douleur ». Diminuez-moi ma douleur. Des fois, on est surpris de lire une intervention d'Erickson où il lui propose d'augmenter sa douleur. Essayez d'augmenter votre douleur. Qu'est-ce qu'il est en train de lui donner? En vérité, plus de maîtrise, mais en apparence, il ne souscrit pas à sa demande. Pareil, quand on va transformer la douleur en caillou, mais c'est pas ça que je vous ai demandé de la diminuer. Ou par exemple, ce patient un jour qui s'est endormi sur mon fauteuil pendant une séance d'hypnose. L'hypnose n'est pas du sommeil, c'est un éveil, mais lui, il s'est endormi en me disant qu'il était désolé de s'être endormi, mais c'est parce qu'il prenait trop de médicaments pour la douleur. Et l'objectif a changé à partir de là, il n'était plus de diminuer la douleur, il était de garder la même douleur, mais avec moins de médicaments, donc moins d'effets secondaires. Donc il y a une chose qui est une forme de contrainte douce, et qui est de rejoindre le patient là où il est, et puis progressivement de l'emmener dans une direction qui soit acceptable pour le thérapeute comme pour le patient. Donc c'est difficile là de parler de contrainte, mais en tout cas il y a une forme de stratégie. C'est comme dans un débat, d'abord de reconnaître ce qu'il y a de juste dans la position de la personne qui est en face de nous, et progressivement d'essayer de trouver un consensus. Oui, Monsieur Lancy. Oui, je voudrais dire que même la question posée en termes de contraintes, et comme vous l'avez posé au début, de contraintes exercées sur un individu adulte et de maître de lui et de ses droits, comme vous avez dit, ça n'est qu'un aspect second, je dirais tardif. La question de la contrainte a derrière elle quelque chose qui est, si on veut, de l'ordre de la contrainte, mais qui en même temps n'est pas du tout de l'ordre de la contrainte, qui est tout simplement l'autre. Je crois que ça ressortait très très bien de ce que vous disiez de l'enfance, du rapport à l'enfance. Bon, avant qu'on soit dans la pathologie, il y a, disons, le tout petit enfant. Enfin, peut-être, en effet, la pathologie, elle peut toujours déjà avoir commencé. Bon, d'accord. Mais quand même, représentons-nous que, mettons, un nouveau-né moyen, il vient au monde. Comment il vient au monde? Il vient au monde, je dirais, sans contrainte, mais aussi sans liberté. Ces deux mots, d'une certaine façon, n'ont pas de sens. Il vient au monde comme une possibilité de sens. C'est pour ça que je voulais vérifier que c'était bien le mot que vous aviez employé. Et le sens d'une existence, le sens d'une vie, comme on dit, le sens de la vie, ce n'est pas quelque chose qui procède d'un sujet de droit qui a acquis le droit. Non, c'est quelque chose qui procède plutôt de ce dont vous avez parlé dans les rapports de l'enfant avec sa mère, avec tout ce qu'on voudra, et dans le rapport avec tout, avec toute la culture et la société qui l'entoure. Et il y a un moyen, je trouve très très simple de rejoindre ça, c'est ce mot de « moi », qu'au fond nous n'avons pas interrogé. Mais parce que moi, mon corps est-il à moi? Mais qui est moi? Qu'est-ce que c'est que moi? Moi, c'est ce qu'on appelle en grammaire un cas régime, c'est-à-dire ça peut être, si vous connaissez les langues à déclinaison, ça peut être un accusatif, un datif, un génitif, c'est de moi, à moi, pour moi, mais moi, ça n'est pas je. Et je, qui est le cas sujet, si vous voulez, je n'est justement pas par un cas régime, c'est-à-dire on ne s'adresse pas. Je est ce que chacun, à un moment donné, et là justement, ça intervient dans un certain développement de l'enfant, etc. L'acquisition du je, c'est l'acquisition du sens. Il y a seulement, lorsque je dis je veux ce jouet ou je veux ce bonbon et que je fais autre chose que de m'emparer du jouet ou du bonbon, c'est à ce moment-là que je suis complètement dans le sens. Mais ce sens, je ne peux y accéder que par l'autre, que par les autres. Et je dirais, encore une fois, oui, bien sûr, la mère, peut-être aussi un peu le père des fois à côté, bon, mais et tout le monde autour, et tout le monde, et la société tout entière. Non, nous sommes une société qui, il y a ça derrière l'individualisme et sans doute derrière
un certain nombre de pathologies. Nous sommes dans une société dans laquelle, en fait, le mot individualisme recouvre une sorte de croyance, je dirais, voire de croyance, je dirais carrément superstitieuse, peut-être bien plus superstitieuse à certains égards que des croyances ou des foi plutôt religieuses, du moins quand elles ne sont pas justement déjà atteintes par ce nombrilisme infini du moi, justement du soi, du à soi, c'est bon. Eh bien, nous sommes dans une société qui croit qu'il y a un sujet pur et dur et libre et autonome. Ben, il n'y a pas d'autonomie sans une hétéronomie, d'ailleurs. C'est aussi bien votre démonstration. Bon. Et la grande question de notre société, c'est peut-être justement la question de l'hétéronomie, qui est pour nous toujours une sorte de manque, d'insuffisance, alors que nous commençons par ça, nous commençons par être à l'autre, devant l'autre, exposés à l'autre. C'est dans ce sens-là que je prends le mot d'exposition et pas dans le sens de l'expansion. C'est en effet toujours une question ou bien on se rapporte au miroir, ou bien on se rapporte à l'autre. Et l'autre n'est pas exactement un miroir. La mère, n'est pas vraiment un miroir. Elle renvoie ou elle envoie à l'enfant quelque chose qui n'est pas... Qui, bien sûr, qui peut avoir les allures comme tu es mignon, mais l'amour de la mère, lui, n'est pas le renvoi du narcissisme de « Ah oui, comme je suis mignon ». C'est tout à fait autre chose. C'est « Oui, je suis mignon par quelqu'un d'autre ». Et si vous voulez, je pense à une phrase de Freud qui n'est pas dans un écrit publié, qui est dans une lettre à Marie Bonaparte, où il lui écrit « Celui qui commence à s'inquiéter du sens de sa vie, celui-là, il est déjà un peu malade. » Je trouve cette phrase absolument formidable, parce que le sens, en effet, le sens de ma vie, le sens de nos vies, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose dont il n'y a pas à se soucier, mais le sens, ça commence avant l'inquiétude avant d'être dans l'état de pouvoir se dire est-ce que ce que je fais, mais en mode de jeu, hein, et pas en mode de moi ni de soi. Oui, simplement pour surenchérir sur ce que vient de dire M. Nancy, et pour préciser ma pensée, d'abord la mère monde n'est que la médiatrice, évidemment, de l'univers, de la culture. C'est pour ça qu'il faut la protéger pendant cette période dite sacro-sainte de la maternité, qui est une période extrêmement difficile. Freud disait que les métiers les plus difficiles sont ceux d'éducateur, de psy et de mère. Donc il faut protéger ces mères pendant ce moment-là. Pourquoi ? Pour que cette mère puisse être un miroir vivant, réel, suffisamment présent, c'est-à-dire un miroir corporel et émotionnel, pour qu'il n'y ait pas consentement, mais assentiment. Si elle ne peut pas l'être, alors si on lui met en face une puériculture plutôt qu'une maman, alors ce qui va se jouer, c'est qu'on va refléter au gosse une image, mais on ne va pas lui donner quelqu'un qui va lui dire ce qu'il éprouve. C'est la phrase de Beckett, « Dis-moi ce que je ressens et je te dirai qui je suis ». La mère est celle qui interprète, la mère est la musicienne du silence. C'est celle qui interprète cette venue au monde du sujet, et je répète, elle est la médiatrice de tout ce qui l'entoure. C'est pour ça qu'il faut la protéger. Merci beaucoup. On va donner... Merci à ces exposés très brillants. La règle du jeu du forum, c'est la parité entre la parole des experts et la parole du public.
la règle du jeu, la forme littéraire aussi, c'est que quand on pose une question, on l'adresse éventuellement à un orateur, sinon le chef de séance le fait, on se lève, on se présente et on ne reprend pas la parole plus d'1 minute pour que la parole puisse circuler. Qui la souhaite? Ben, vous êtes silencieux. Oui, madame. C'est encore moi, bonjour. Donc bonjour, je suis Madame Muriel Vaupré. J'amène une classe de Thonon-les-Bains comme chaque année. On devient des fidèles. Le problème pour moi, c'est la médecine qui, en fin de compte, partage le corps en plusieurs morceaux. Donc j'ai subi l'année dernière une fracture de vertèbre. J'ai été traitée dans un service de chirurgie viscérale, enfin bon, supervision traumatologue. Mais en fin de compte, on traite une partie de mon corps, et qui est la vertèbre, sans tenir compte des autres symptômes que j'ai ressentis d'ailleurs. Et pourquoi il n'y a pas une prise en charge un peu plus multicompétente, comme vous demandez pour la maternité, mais pour moi qui serait intéressante pour tout type de patient qui subit un traumatisme. Voilà. Je peux dire juste quelques mots, c'est que la médecine d'aujourd'hui, c'est une médecine qui est née de l'histoire de l'anatomie, une médecine donc qui a fait le pari du corps, mais d'un certain corps, en oubliant le sujet, entre guillemets, dans toute sa diversité. Et aujourd'hui, à l'hôpital, on pourrait dire finalement que l'espace incarne un grand corps morcelé, où chaque spécialiste a son morceau de corps. Ça a été pendant longtemps d'ailleurs dans l'oubli de la douleur, puisqu'il a fallu attendre le milieu des années 90 pour qu'on se préoccupe vraiment de soulager les patients de leur douleur, alors qu'auparavant, comme il n'y avait pas de spécialiste, chaque médecin considérait que c'était pas de sa juridiction. Donc effectivement, nous payons à la fois de son efficacité. La médecine paye une part de son... Pardon. La médecine a construit une part de son efficacité, oui, sur ce pari du corps, mais elle a perdu énormément sous un autre angle. Et à travers les sociétés humaines, donc vous savez bien qu'il existe des médecines extrêmement différentes qui prennent davantage en compte le sujet dans sa globalité, comme on dit, ou alors il y a même d'autres paradigmes pour comprendre la maladie, comme l'homéopathie, l'acupuncture, etc., etc. En fait, il y a beaucoup plus même dans nos sociétés contemporaines et dans les médecines savantes d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de paradigmes qu'on ne l'imagine, et l'anatomophysiologie n'est qu'un paradigme parmi d'autres. Il suffit de se promener dans la moindre rue de Strasbourg et de voir la diversité des références en termes de médecine savante, médecine ayurvédique, etc., etc., etc. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Valentine Comte et je suis une élève de Madame Muriel Vaupré. Et moi, j'avais une question pour Monsieur Philippe Heim. Donc, quand vous dites que lorsqu'un sujet est vraiment atteint d'une pathologie qui est profondément affectée, est-ce que l'imagination fonctionne-t-elle quand même sur lui, ou vous avez recours à d'autres professionnels, d'autres techniques? Merci. C'est compliqué comme question. Il y a certaines... donc c'est une bonne question. Il y a certaines pathologies qui nécessitent une intervention plus technique, même parfois plus chimique, pour rester rien que dans mon domaine de la psychiatrie. Voilà, jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, justement, quelqu'un qui est atteint d'une schizophrénie, qui a des hallucinations auditives, etc., en s'accompagnant d'un regard holistique sur le patient et sur tout ce qu'il ressent, mais quand même, on a quand même des traitements antipsychotiques qui ont une certaine efficacité sur ce genre de manifestation. L'hypnose, telle que je l'ai présentée, en tout cas en tant que thérapie, est utile sur tous les symptômes qui relèvent de la psychothérapie. Donc les problèmes anxieux, les problèmes de dépression, éventuellement les troubles du comportement alimentaire, des troubles de personnalité, etc. etc. Elle n'est pas utilisable seule sur des pathologies graves comme la psychose, etc. C'est pareil comme quand on parle de douleurs chroniques. L'hypnose peut beaucoup aider dans la douleur chronique, mais bien évidemment, s'il y a quelque chose d'organique à faire, il faut en parallèle et en même temps que ça soit fait. Ça me permet de dire aussi sur ce qui vient d'être dit. Moi, l'hypnose m'a beaucoup aidé
aussi à communiquer, et les personnes qu'on forme en hypnose apprennent à mieux parler aussi avec les patients. Et même quand on ne fait pas d'hypnose, même quand on ne pratique pas l'hypnose formellement, le fait d'avoir appris à communiquer par contre de façon hypnotique est un très bon accompagnement et peut donner un peu plus la sensation aux patients et aux thérapeutes qu'ils se comprennent aussi sur le plan psychologique et humain, au-delà même du plan strictement physique. Voilà. Bonjour, je m'appelle Monica Hubelet. Je vais vous poser une question en tant que maman, puisqu'on a beaucoup entendu parler de la maman en tant que miroir. Et donc, si j'ai bien compris, l'enjeu, c'est d'arriver du moi au jeu. On a parlé aussi du corps social. Donc, en fait, j'ai deux questions. La première serait, qu'entendez-vous par ce corps social? Quel est le rôle, justement, de la société par rapport à la construction de l'enfant, puisqu'on a parlé du rôle de la mère. Et ma deuxième question serait comment une maman accompagne au mieux son enfant pour devenir, donc, pour passer de l'hétéronomie à l'autonomie. Je vous remercie. Alors, sur la première question, je vous rappelle ce que disait Stendhal, c'est-à-dire en substance que le roman est un miroir qu'on promène le long d'une grande route. Et ce miroir, soit vous reflète le ciel bleu-azur, soit il vous reflète la fange boueuse dans laquelle vous marchez. Vous pouvez accuser le miroir, mais vous devez vous interroger sur celui qui fait les routes pour savoir pourquoi il les laisse fangeuses et boueuses. Donc vous avez raison, il faut s'interroger sur pourquoi la société ne permet pas à ce miroir humain vivant de pouvoir transmettre des valeurs, des dimensions qui périclitent par les temps qui courent. Donc la mère est le médium du socius, mais il faut que le socius, évidemment, permette à un certain nombre de valeurs de rester ce qu'elles sont, des valeurs éthiques, et pas que si le monde autour de la mère s'écroule, comme c'est le cas dans un certain nombre de pathologies mentales, évidemment, la mère ne va pas pouvoir assurer cette dimension-là essentielle de miroir réfléchissant et vivant. Alors ensuite, c'est une question compliquée, et la réponse va être un peu trop rapide, mais la meilleure chose qu'on puisse faire pour nos enfants, c'est évidemment de les aimer, de les porter, de les élever, de les chérir, de les valider, et ensuite de s'en séparer à l'adolescence. Si vous voulez que le sujet atteigne le jeu, il faut qu'il y ait séparation, autonomisation, individuation, subjectivation. Il faut que le sujet puisse aller aimer ailleurs, comme disait Racine dans Bérénice, qui puisse aller aimer ailleurs pour mieux faire l'inventaire de ce qu'il a quitté et prendre des choses dans sa famille, dans son milieu, dans sa culture, dans sa religion, dans son ethnie, et prendre d'autres choses dans le vaste monde qui lui appartient. Il ne peut pas s'élever uniquement verticalement avec ses ascendants, il faut qu'il s'étende horizontalement avec sa génération. Donc, pour atteindre le jeu, qui est évidemment un travail sans cesse à s'approprier, il faut avoir des racines et des jambes. Oui, donc Denis Chen, je suis un simple curieux de science. Donc il me semble quand même que notre corps nous appartienne de moins en moins. Déjà, avant notre naissance, quelqu'un peut décider si je vais vivre ou pas. Après, dès que je suis né, l'État se mêle de tout. Il nous impose maintenant des vaccinations. Après, il y a toute la société, le commerce, les assurances qui se jettent sur nous comme des vautours. Et tout le monde cherche à nous imposer une image certainement différente de celle qu'on est vraiment. Ensuite, même après notre mort, les charognards sont là pour récupérer nos organes et notre héritage. Et tout au long de notre vie, maintenant, on cherche même à s'accaparer nos données physiologiques, nos pensées, tout ce qu'on fait dans notre vie, notre image. Donc, moi, j'aimerais avoir votre avis. Comment voyez-vous l'évolution de notre société? Où allons-nous aller? Comment ça va peut-être se terminer même? Vous avez 2 heures. Qui a envie de répondre? Oui, moi je vous répondrai bien ceci, que nous sommes dans une société
du moins la société occidentale développée. Hein. Nous sommes dans une société dans laquelle tous les jours et partout, nous entendons ce que vous dites. Et nous le disons tous. Ouvrez n'importe quel journal, n'importe quel magazine, vous y trouverez toutes ces protestations contre notre société dans laquelle on, comme vous avez dit, on fait ceci, on fait cela et tout. C'est ça le vrai symptôme. C'est que nous sommes dans une société qui n'arrête pas de se plaindre d'elle-même et qui ne fait pas autre chose que de se plaindre. Depuis que nous avons perdu une certaine vision de l'histoire comme progrès qui devrait aboutir à un certain type d'humanité, etc., etc. Oui. Donc c'est vrai, je ne dis pas ça, je ne vous accuse pas, je dis nous sommes tous là-dedans. Nous sommes tous là-dedans. Il y a une espèce d'énorme pathologie collective de la société ou même, je dirais, de la civilisation occidentale qui n'arrête pas de constater qu'elle se fait autant de mal qu'elle avait espéré se faire de bien. Et que, par exemple, la médecine était un exemple extraordinaire de ça. La médecine fait de plus en plus de bien, de choses extraordinaires, et elle le fait de telle manière que, on peut poser la question que posait Madame tout à l'heure, et on peut se demander aussi en vue de quoi on arrange, répare et prolonge indéfiniment les vies. Voilà. Philippe. Mais là, la question, elle n'est plus ni médicale, ni même psychologique ou psychopathologique, ni je ne sais pas de quoi elle relève. Hein. Je ne dis pas ça pour dire finalement qu'elle est philosophique. Elle est au-delà de toutes ces questions. Mais le fait que nous soyons dans ce rapport à notre propre société, c'est évidemment un signe de mauvais fonctionnement de la société elle-même. Et ça pose la question, qu'est-ce que c'est aussi qu'une société? Et est-ce qu'une société de sujets individuels, chacun se prétendant ou se recherchant comme maître de lui et de l'univers, à la limite, hein. Là cette fois je cite Corneille après Racine, eh bien, c'est une société malade, c'est une société qui ne fonctionne pas. Et en même temps, enfin, je ne sais pas si je vais passer pour un optimiste béat en disant ça, mais en même temps, nous vivons dans un monde où on a le droit de poser ces questions-là, on a le droit d'être en désaccord, on a le droit, si on avait eu le temps de développer chacun de ces sujets, peut-être aurions-nous été fortement en désaccord et nous aurions argumenté pied à pied sur la question des vaccins, de l'IVG, etc. On est dans un monde où on est des centaines de personnes avec une entrée libre qui allons parler de sujets compliqués. Quand on pense aux lieux où on ne peut pas les évoquer, voilà, donc il ne s'agirait pas non plus de contraindre dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire ce que l'on croit dénoncer. Hein. Donc je me réjouis que des tas de gens soient en désaccord avec moi, qu'ils aient l'occasion et qu'on ait le droit de leur répondre avec des arguments et pas qu'avec des slogans. Et donc je pense que c'est une très bonne chose. Mais bon, voilà, c'est peut-être un peu naïf comme réponse, mais je pense que c'est extrêmement important de dire que vous... Un autre modèle. Non, bien entendu, mais je pense que c'est extrêmement important de continuer à se battre pour qu'on ait le droit de les poser, ces questions. L'obligation vaccinale, le droit à l'IVG, etc., c'est des choses qui sont les conséquences de multiples choses qui sont dans notre modèle de société, dans la démocratie, qui est au fond une dictature de la majorité et de ses représentants, etc., etc. On peut développer à loisir, n'empêche que on est dans un endroit où on a le droit de poser toutes ces questions-là, où des gens ont le droit de manifester et de contre-manifester. Moi, j'aurais plutôt tendance à me réjouir que vous disiez des tas de choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve vachement bien qu'on puisse en parler. Voilà. Monsieur Korkos. Je crois que ce n'est pas une question de droit. Et Monsieur Nancy, je réponds au questionnement. Moi, je crois que c'est d'ordre psychologique.
C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que derrière toute plainte, il y a une demande d'amour. J'ai tendance à penser que derrière toute plainte, il y a une demande d'amour. Et, oui, ce qui se passe actuellement par rapport au nombre de plaintes considérables dont se plaignent nos corréligionnaires de ce type-là, je pense qu'il faut les prendre en compte dans ce qu'elles peuvent masquer de ce qui se joue dans leur monde interne. Ah oui, ça, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas les prendre en compte. Mais quand vous dites qu'il y a une demande d'amour, eh bien, alors je vais encore une fois citer Freud, dans Malaise dans la civilisation, c'est-à-dire un livre qui aura bientôt pas loin d'un siècle, à peu près, en gros. Dans Malaise dans la civilisation, Freud constate, après la Première Guerre a été un révélateur dont nous ne mesurons même pas, je crois, aujourd'hui l'importance tellement depuis nous avons connu d'autres horreurs. Mais la Première Guerre suffit à Freud pour faire le constat que l'humanité est désormais en mesure de se détruire et qu'elle est dans un état de violence qu'elle n'a jamais connu. Et c'est là que Freud, ce juif athée ou cet athée juif, en tout cas absolument pas chrétien, c'est là que Freud dit « Je crois qu'en face de la violence humaine aujourd'hui, il n'y a qu'une réponse qui soit à la même hauteur que cette violence. Et cette réponse, c'est l'amour chrétien. » Et il ajoute évidemment immédiatement « Mais je ne crois pas que ce soit vraiment praticable. » Mais alors, du coup, voilà. Mais ce n'est pas par hasard, certainement, que Freud pense à l'amour. Et ce n'est pas non plus par hasard que nous sommes une civilisation qui a vécu avec cette idée de l'amour chrétien, de l'amour universel, etc. Mais si on rentre là, il y a toute une... Bon, alors on entre dans l'auto-analyse de notre civilisation. Si on rentre dans une dimension psychologique, on est quand même beaucoup à entendre dans nos patients, etc., etc. Beaucoup de gens se plaignent qu'on les aime mal. Les gens se plaignent qu'on les aime mal, même des mères très aimantes et qui ont tout donné, leurs enfants vont se plaindre qu'on les a mal aimés. Quand on parle, par exemple, je ne rentre pas du tout dans ce débat, mais voilà, quand on parle de l'obligation vaccinale et que certains disent mais c'est pour faire du bien à tout le monde, c'est parce qu'on vous aime. Eh bien, les autres répondent mais vous nous aimez mal, en nous obligeant, en nous contraignant à nous protéger. Donc, oui, il y a une demande d'amour et il y a une incompréhension profonde, non pas des actes, mais des intentions qui sont derrière ces actes et de l'intention qui est derrière des actes d'amour très mal compris, mal perçus par ceux d'en face. Alors, il y a encore des questions dans le public, bien sûr. Bonsoir, bonjour, je suis Zradochis Fabiani Théo, je suis étudiant. Et en fait, moi, la question de mon corps est-il à moi, ça m'avait fait penser à l'ouvrage de Ricoeur, Soi-même comme un autre. Et avec Soi-même comme un autre, Ricoeur essaie de construire le jeu qui a été déconstruit depuis Nietzsche à travers autrui et à travers justement la connaissance des autres. Alors, on a parlé de la mère comme un reflet, mais en soi, je pense que nous tous dans cette salle, on est aussi cette illustration que si on est ici, c'est pour se construire et apprendre encore plus et avoir en soi une identité plus forte à travers les interactions. Et je voulais en fait savoir votre avis sur ça, puisqu'on n'a pas autant parlé d'autrui, beaucoup plus de nous à l'intérieur que de l'extérieur en fait. Merci. Oui, je crois que vous avez raison d'en rajouter une couche, c'est-à-dire que nous n'existons pas sans l'autre. L'hétéronomie est évidemment l'élément de choix fondamental pour accéder à l'autonomie. C'est l'autre qui me pense, c'est l'autre qui me dit ce que j'éprouve, ce que je ressens, d'accord ? Et puis Borges disait qu'un être n'existe pas tant qu'il n'a pas été rêvé, pas simplement pensé. Et ce que fait la mère, c'est de rêver. On dit même qu'elle a une folie privée. Donc elle rêve son enfant. C'est le pouvoir, en effet, de l'imagination. Et je crois qu'il faut pouvoir nous rêver les uns les autres pour qu'on puisse s'élever plus haut que simplement la pensée cognitive, bien sûr. Je me mets là parce que je suis un peu caché. Bonjour, Jean-Georges Kretz de Strasbourg. Je voudrais vous poser une question sur... C'est pour l'ensemble des intervenants, mais peut-être plus pour les psychiatres. Je voudrais vous poser une question sur ce que dit pour vous une pratique qui est de plus en plus répandue,
principalement chez les adolescents, mais aussi chez les adultes. C'est la pratique de l'autoportrait dans le but de le partager sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire on a son image de soi dans le miroir, elle nous plaît ou elle ne nous plaît pas, mais on a la possibilité aujourd'hui de, entre guillemets, fabriquer une propre image dans le but de la partager ou de la montrer. Donc je voudrais savoir ce que vous pensez, ce que ça dit pour vous, cette pratique. Alors, avant de dire un mot là-dessus, je rejoins Maurice pour dire qu'il n'y a pas de soi sans l'autre et que pendant longtemps dans nos sociétés, l'introduction en soi de la notion d'autrui généralisé est un principe fondateur. C'est la notion qu'analyse Herbert George Mead dans les années 20-30 au moment de l'école de Chicago pour la sociologie, c'est-à-dire avoir en soi donc une sorte de régulateur intérieur qui nous amène à cette capacité de nous mettre à la place de l'autre pour interagir dans la souplesse avec lui. Et l'un des points sans doute qui manque à une part du monde contemporain et qui s'est traduit de façon tragique dans le djihadisme, dans la radicalisation, c'est cette absence radicale d'empathie, cette impossibilité de s'identifier à l'autre, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les tueries scolaires, quand des adolescents tuent d'autres adolescents, il y a un abîme entre soi et l'autre qui est sans doute l'un des symptômes du monde contemporain. Et quant au selfie, je pense que ça renvoie bien à un certain sentiment d'obsolescence de soi, finalement. On vit dans un monde qui est tellement mouvant, tellement changeant. Et il y a donc aussi cette manière de s'émerveiller soi-même, de se redécouvrir à chaque instant. Bien sûr, c'est aussi un symptôme d'un narcissisme, entre guillemets, très, très postmoderne, qui n'empêche pas, évidemment, le lien social, mais en tous les cas, qui amène à une plus grande centration sur soi, souvent quand même dans l'oubli de l'autre, et puis dans une mise en valeur uniquement de soi. Oui, Jean-Louis Mandel, généticien. Je voudrais revenir sur l'aspect de la mère miroir, parce que le début, c'était face à des enfants ou des adolescents qui ont des problèmes avec leur corps, que ce soit mutilation, que ce soit anorexie. Finalement, c'est parce que la mère n'a pas joué, peut-être parce qu'elle était son rôle de bon miroir sur le corps de l'enfant, de regard. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord que pour des mères peut-être en difficulté, qu'il y ait plus de psychologues, de psychiatres dans les maternités, c'est sans doute très bien. Mais enfin, ce discours me rappelle un petit peu le discours sur les mères frigides qui étaient responsables de l'autisme de leur enfant. Donc je crois que c'est un discours qui est quand même très dangereux. D'abord, il y a le regard du père, il y a le regard des grands-parents, il y a le regard des frères ou des sœurs s'il y en a. Donc il y a beaucoup de regards. Et je trouve que c'est vraiment très dangereux de ressortir cette histoire qui fait que quand les choses se passent mal pour un enfant, n'est-ce pas, c'est probablement, parce que là, très important, il faut que la mère joue bien son rôle. Mais si ça se passe mal, est-ce que c'est parce qu'elle n'a peut-être pas bien joué? Donc voilà, c'est ma réflexion. Oui. C'est une critique classique qu'on fait et qui témoigne soit que nous nous sommes mal exprimés, soit que vous n'avez pas forcément bien compris. J'ai simplement dit qu'elle était incontournable, que l'ultime recours, l'ultime secours dans l'esprit de l'enfant, c'est la mère. Pourquoi? Parce que mère certissima, ça veut dire qu'elle est le lieu de l'origine. C'est le repère, la borne à laquelle on peut s'attacher dans les grands moments de détresse. C'est pour ça qu'elle a une importance capitale. Donc ce qu'on lui attribue, ce n'est pas une culpabilité, tout ça, c'est des bêtises. C'est simplement sa position centrale. Israël est là, il peut témoigner dans son activité de l'importance de cette interaction précoce mère-enfant et qu'il faut donc préserver cette possibilité que les mères font le destin de l'humanité puisque c'est elles qui mettent au monde les enfants et donc il faut les accompagner dans ce travail extrêmement difficile. La culpabilité n'a rien à voir là-dedans. La culpabilité, c'est ce qui empêche la psychiatrie de travailler. Que les gens puissent se sentir coupables, c'est parce qu'il y a une folie maternelle, un attachement fondamental à l'enfant qui fait que la culpabilité naît d'être insuffisante, de ne pas pouvoir suffire. Mais une mère dans une famille monoparentale, sans père, sans un environnement porteur, dans une détresse immonde, économique et culturelle et ethnique, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse?
si ce n'est de ne pas suffire. Voilà ce qu'on essaye de dire, rien d'autre. Bonjour, Ouamar Ayani, étudiant ingénieur en biotechnologie. Je voulais revenir au même thème que monsieur juste à côté, donc le miroir. Je voulais mettre en lien avec une œuvre de Cyrulnik par rapport à la mère, et le fait que c'est seulement la mère qui donne la vie, qui peut créer ce théâtre affectif, émotionnel et physique avec son enfant. Je souhaitais savoir si c'était forcément la mère qui donne la vie qui peut donner ce théâtre-là. Et du coup, une question peut-être plus pragmatique, qu'est-ce que vous pensez de la GPA du coup? Voilà. Je vais laisser les autres répondre sur la GPA. Et je vais répéter ce que j'essaye de dire, mais il faut plus de temps pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, de contresens. Il y a une relation consubstantielle entre la mère et l'enfant, c'est-à-dire qu'elle a la même substance. Comme on dit de Dieu, qu'il est consubstantiel, que l'être humain a la même substance que Dieu. D'accord ? Le fait qu'il y ait cette consubstantialité, c'est-à-dire que cet enfant sort de ce corps-là, et ça c'est de la médecine, hein, c'est-à-dire de la question rythmique pulsionnelle. Il y a quelque chose d'assez naturel qui fait que la mère est dans une position essentielle. Mais Dieu merci, et Boris Cyrulnik a raison, et son œuvre en témoigne, il y a ce qu'on appelle les caregivers, il y a l'ensemble de ceux qui sont présents, et évidemment le père a une place centrale, évidemment les frères et sœurs, évidemment les grands-parents, évidemment les aides sociales qui peuvent accompagner. Ce qui n'empêche pas que ce qui est le plus consubstantiel, c'est évidemment la relation à la mère, bien sûr. Alors, je ne sais pas si sur la GPA, mais c'est un sujet qu'on abordera aussi un peu plus tard. Alors je vais peut-être laisser une dernière question au public. Bonjour, j'aimerais revenir également sur le thème du miroir. Je suis Labdaï Nadir, étudiant. La mère est un miroir et l'enfant se construit à partir de l'image maternelle. J'aimerais savoir qu'en serait-il pour un enfant orphelin? Comment se construirait-il? À partir de quelle image? Eh bien, il y a deux choses. D'abord, ma femme, qui est gynéco-obstétricienne, me rapportait que ce n'est pas tout à fait orphelin, mais c'est pas loin. Une mère qui avait été adoptée et qui n'avait pas connu sa mère biologique. Un jour, donc, elle est accompagnée par ma femme, elle accouche et cette mère met au monde un enfant et elle le regarde et elle dit cette phrase magnifique, c'est la première fois que je me vois. Donc la spécularité dont on a parlé, le miroir, il est évidemment circulaire dynamique. C'est l'enfant qui fait la mère, c'est l'enfant qui la valide en répondant à son soutien, ses soins, etc. Bon. Pour ce qui est de l'orphelin, comme pour tous ceux chez qui, au départ, il y a eu dans ce miroir des taches aveugles dans lesquelles il n'a pas pu se refléter. Ces taches aveugles, et Boris Cyrulnik pourra en parler merveilleusement, ces taches aveugles, ces zones de non-spécularité, ces endroits où il ne peut pas se refléter et donc se penser, sont une malchance et une chance, puisque ces zones absentes, ces pièces manquantes dans le puzzle, ces trous vont l'obliger à créer une étoffe de pensée pour mettre dans cette pièce et continuer à exister grâce au pouvoir de l'imagination. Voilà. C'est ça la résilience fondamentalement, c'est que de ne pas avoir été dans un certain nombre de zones pensées, réfléchies, nous oblige à être créatifs. Hein, et la psychothérapie vise à cette auto-créativité à partir des zones absentes. Il va y avoir un besoin impérieux d'être auteur de soi-même dans ces zones-là, puisque personne n'a pu être présent à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci aux orateurs. Merci au public pour toutes ces questions. Et on vous donne rendez-vous à 14h pour médecine de soins et médecine de convenance peuvent-elles coexister. Et je vous informe également que la salle sera fermée entre midi et 14h. À tout à l'heure. Merci.